et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Actu en 7, votre rendez-vous hebdomadaire du samedi. Aujourd'hui, Actu en 7 a le plaisir de recevoir sur ce plateau Abdourahmane Sow de la COS M23. Bonjour et bienvenue, monsieur Sow. Bonjour et merci. Toujours avec nous sur ce plateau, Bassirou Ndiaye, il est environnementaliste. Monsieur Ndiaye, bienvenue. Bonjour, Mamanda. Alors, sans plus tarder, nous allons démarrer avec, bien sûr, l'analyse, le commentaire de l'actualité de la semaine avec nos très chers invités. Nous allons parler politique, les législatives, bien sûr, avec la publication des listes en lice vers donc, ces élections législatives 2017. Nous allons parler environnement aussi, avec le projet de dépollution de la baie de Hann. Ce sera en fin d'émission. Alors, nous allons démarrer avec vous, Abdourahmane Sow, pour revenir sur ces législatives 2017. Avec la publication des listes ce vendredi. Quelle lecture faire de ce marathon électoral? Alors, d'abord, merci Mme Anta d'avoir pensé à la COS M23, effectivement, pour prendre part à ce débat très important portant sur les législatives. Alors, je profite de l'occasion pour dire tous mes hommages à la communauté musulmane en cette période de carême. Priez le bon Dieu de nous accorder beaucoup de grâce et d'accepter nos actes de dévotion. En ce mois béni de Ramadan. En ce mois béni. Et souhaitez la bienvenue, saluer mon co-débatteur, M. Ndiaye. Alors, nous en sommes arrivés là où, en tout cas, certains turiféraires attendaient effectivement les acteurs politiques. Il y a eu beaucoup d'appréhension, il y a beaucoup de craintes, il y a eu beaucoup d'orientations qui ont été déclinées par les uns et les autres. Mais en ce qui nous concerne, en tout cas au niveau de la COS M23, on s'attendait à cette situation. Et je me rappelle, à la date du 1er février, on avait fait un communiqué pour dire en tout cas notre avis par rapport effectivement aux orientations que devraient prendre les acteurs, au moins dans le cadre de ces élections, pour maximiser et rationaliser une certaine action, allant dans le sens, en tout cas, de créer des blocs en tout cas autour de certaines forces pour aller à ces joutes. Malheureusement, nous sommes retrouvés avec un éclatement qui est là. Quelques petites grandes coalitions, selon des affinités historiques, n'est-ce pas? Les parcours et en tout cas, les affinités ont fait que des groupes sont retrouvés. Vous l'avez dit, vous vous attendiez à une telle situation. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Pourquoi vous dites que cette situation était prévisible avec cette pléthore de listes? Oui, parce qu'en fait, l'expérience nous a montré que, en tout cas, pour regrouper, en tout cas, dans le cadre d'une liste, on préconisait une liste unique de l'opposition. Mais il y avait des préalables qui étaient faussés en amont. Moi, je pense que pour retrouver des forces déjà divergentes dans les orientations, pour retrouver des forces, en tout cas, qui n'avaient pas les mêmes idéologies et les mêmes origines, compte tenu du contexte de conflit, en tout cas, que les gens vivaient dans le cadre d'un groupe comme Manko, à travers des marches, à travers des activités, nous, on pensait qu'il y avait des opportunités de retrouver toutes ces forces par un préalable, effectivement, consensuel, portant sur un programme. Un programme qu'il fallait discuter sur la base du consensus, qu'il fallait quand même porter ensemble. Ça allait permettre de regrouper toutes ces forces, peut-être dans un cadre pour avoir une liste, en tout cas pour minimiser toutes ces forces, en tout cas toutes ces coalitions qui se retrouvent aujourd'hui à 49 ou 50 organisations qui vont compétir, qui vont gréver les budgets, qui vont causer beaucoup de dépenses par rapport au trésor public, des choses qu'on pouvait épargner aux Sénégalais. Malheureusement, les acteurs politiques sont retournés à leur habitude. C'est des compétitions. Il y a des enjeux de positionnement qui ont prévalu effectivement sur en tout cas des positions de grandeur visionnaires pouvant permettre de créer des forces et puis peut-être aller vers des innovations, peut-être aller vers des réformes que nous attendons de la part effectivement de cette 13e législature. Voilà. Alors, Monsieur Ndiaye, vous partagez cet avis des intérêts personnels, des enjeux personnels qui sont mis en avant. Donc, c'est ce qui explique une telle situation, cette pléthore de listes aux législatives 2017. Merci, Mamanta. Je dis d'abord de saluer mon frère et ami, M. Sow, Abdourahmane, et vous remercier de m'avoir invité. Donc, pour le Ramadan,
Je dis massa à tous les Sénégalais, puis il fait excessivement chaud, il y a beaucoup d'embouteillages. Mais Dieu nous rendra grâce. Inch'Allah. Inch'Allah, voilà, on atteindra le bout du tunnel. Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, pour revenir, sauter sur l'occasion et parler de politique, Oui. j'ai l'impression que j'ai en face de moi un professionnel. Mais moi, je dis qu'ils sont tous pareils. Hein. Ils sont tous pareils. C'est toujours des intérêts qu'ils mettent en avant. Parce que ça soit... Il n'y a que le parti, en tout cas au pouvoir, que je trouve raisonnable. L'opposition s'est réunie pendant des mois. Ils ont tympanisé les gens, ils ont raconté des... Pourtant, il y a eu des remous au sein de la coalition au pouvoir. Ces remous ne sont pas singulières. C'est moins grave. Ce n'est pas juste destiné à l'opposition. Quand l'opposition... non, le parti au pouvoir, il y a des remous parce que ça, c'est au moins... Moi, par rapport aux investitures, j'ai une lecture politique quand même. Par rapport aux investitures, le chef du parti, donc le chef de la coalition, Benno Bokk Yakaar, Voilà. Macky Sall, a même sorti le bâton voilà. pour... Il est intervenu pour recadrer ces hommes. Donc il y a eu des remous. Il y a eu des remous, mais c'est pas pareil avec l'opposition qui a fait, comme je disais tout à l'heure, qui fait du soupe au kandji. Alors, ils ont voulu préparer un soupe au kandji, ça n'a pas marché. Parce qu'on ne peut pas prendre COS 21, prendre Idrissa Seck, prendre Malick Gakou, prendre Khalifa Sall et tout mettre dans la même marmite. C'est pas possible. Ils savaient que ça n'allait pas aller. Et pourtant, ils ont persisté, ils ont voulu. Ils se sont mis la sucette dans la bouche, quoi. Donc pour se leurrer eux-mêmes. Alors que ça ne devrait pas se passer comme ça. Il faut qu'ils soient sincères avec eux-mêmes. Parce que quand ils portent la voix des Sénégalais, les Sénégalais sans voix. Et ça, c'est la majorité de la population. Des gens qui se lèvent pour dire, nous allons porter votre voix, nous allons nous battre, nous allons parler à votre nom. Donc il doit y avoir un consensus, parce que même dans une maison, tout le monde ne peut pas être d'accord sur un même sujet. Il y a des gens qui sont d'accord, il y a d'autres qui sont amis, d'autres moins. Et en politique aussi, c'est comme ça. On ne peut pas être ami avec tout le monde, parce que simplement on veut un poste, ou on veut de l'argent. Et c'est ça la politique au Sénégal, hein. Il n'y a pas de détour. Donc vous voulez dire que c'est la division au sein de l'opposition qui explique ces listes. Comment pouvez-vous concevoir qu'on ait 47 listes dans ce pays? 49, 47. Oui, j'ai écouté tout à l'heure les informations. Il y a un qui a retiré sa liste, qui a retiré, l'autre sa liste, il est venu lui-même, non, l'autre ne veut plus aller aux élections. Bon, donc il y a 40, disons, au moins 45 listes. 2 se sont retirés. Ouais. 2 se sont retirés. Ouais. Bon, écoutez, 45 listes, je pense que c'est 45 entités. Hein? C'est 45 entités bien définies. Et il y a des coalitions dans ces entités. Donc imaginez un peu le citoyen lambda comme moi qui va dans l'urne pour voter, je vais prendre 49 feuilles. Ça va me prendre combien de temps? Quand on a 4 candidats, les bureaux de vote, quelquefois, on prolonge jusqu'à 20 heures. Aujourd'hui, on a 49 listes. Est-ce qu'on a fait ce calcul? C'est important. Et ça va jouer sur le nombre de votants. Hein. Il y aura un taux d'abstention, à mon avis, qui sera extrêmement élevé. Ce sera du jamais vu au Sénégal, dans ce pays. Donc, c'est parce que les politiciens ne donnent plus confiance aux gens. C'est du pêle-mêle, chacun dit ce qu'il veut, mais c'est toujours des calculs. Soit c'est l'argent, ou c'est un problème de poste. Et je le répète, ça c'est ça, j'en suis persuadé. Et beaucoup de Sénégalais savent de quoi je parle. Si ce n'est pas de l'argent qu'ils veulent liquide pour se faire une santé financière, c'est un poste stratégique qu'ils veulent pour pouvoir prendre les devants et vraiment se faire une force politique. Donc voilà, ça nous mène à ça. Les privilèges et largesses dont bénéficient les parlementaires, nous allons d'ailleurs en parler au cours du débat. Alors, la COS M23 n'a pas intégré de coalition. Hein. Donc, vous êtes là en tant qu'observateur. Mais dites-nous, par rapport aux propositions, les programmes que devaient donc nous faire part ces coalitions, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que vous sentez des propositions concrètes ou bien est-ce qu'il y a déjà l'existant au niveau de l'hémicycle? Est-ce qu'il y a une alternative proposée par ces coalitions? Oui, en fait, l'alternative devrait d'abord être une force qui pourrait
peut-être compétir avec la majorité présidentielle qui est là. Parce que traditionnellement, nous voyons qu'au niveau de l'Assemblée nationale, c'est une majorité qui dicte sa voix. Nous avons quelques petits groupes parlementaires de l'opposition. Avant, il fallait 10 députés pour avoir un groupe. Maintenant, avec une nouvelle loi, en tout cas de réforme, on s'est retrouvé avec 15 députés pour avoir un groupe parlementaire. Vous verrez que c'est une scène de terre qui est là. Mais fondamentalement, qu'il y ait des groupes parlementaires, qu'il y ait en tout cas de petites coalitions, de petits groupes représentés au niveau de l'Assemblée nationale, ça ne change rien. Il y avait un enjeu fondamental et c'est là où historiquement les acteurs, en tout cas ceux de l'opposition, ont raté le coche. Parce que nous sommes conscients que malgré cette diversité de listes, le pouvoir en place reprend la majorité à l'Assemblée nationale. Mais qu'est-ce qu'ils vont pouvoir changer réellement? Rien ne va changer. Rien ne va changer. Donc comment est-ce qu'ils, sur quel levier ils vont s'appuyer pour effectivement mettre en œuvre leur programme? Ils ont des programmes et vous verrez que tous les programmes seront les mêmes. Les gens nous parleront de réformes, certains se baseront sur les conclusions des assises nationales, d'autres nous parleront de politique de santé, encore que sera difficile de mettre en œuvre des politiques de santé au niveau de l'Assemblée nationale. Moi, je pense que les politiques de santé ou bien les autres politiques déclinées par certaines coalitions, c'est des programmes présidentiels. Mais au niveau de l'Assemblée nationale, moi, je pense que ces acteurs doivent comprendre les attentes des populations. Les populations ont des problématiques, en tout cas, qu'elles partagent avec ces acteurs, mais qu'elles ont vécu sous le règne de Wade, qu'elles continuent à vivre sous le règne de Macky. Et ça s'articule autour de quelques petites problématiques. Il s'agit des questions de justice. La séparation des pouvoirs est une opportunité qui devait être saisie au niveau de cette législature. Qui parle de problèmes de gouvernance, quand le procureur a des problèmes pour s'autosaisir ou bien qu'il soit renvoyé en pleine audience par l'autorité du président de la République. C'est des problématiques qui sont là. Il y a d'autres questions sur lesquelles, en tout cas, on devait focaliser effectivement notre démarche. Il s'agissait peut-être de 10, 15 réformes profondes pour changer le visage effectivement politique du Sénégal, le visage démocratique. C'est là où on attendait effectivement ces acteurs politiques. Étant donné que le pouvoir en place a en tout cas fait état de ses limites, le président Macky Sall nous avait promis la rupture par rapport à certaines pratiques. Malheureusement, nous sommes en train de voir le retour de ces mêmes pratiques. On avait espéré que cette opposition allait être assez intelligente, effectivement, pour taire les querelles de polichinelle et tout, les querelles de bornes fontaines, pour se voir à l'essentiel. Quand on dit que l'essentiel c'est le Sénégal, c'est de prendre une orientation, mais tout en respectant un minimum quand même de normes. Si on prend l'exemple de la grande coalition Manko Tahaou Sénégal, mais en fait, qu'est-ce qui régissait ce compagnonnage? C'est un cadre hybride qui est là, qui y était désorganisé. Vous voyez quelqu'un... Mais la COS M23 faisait partie de cette coalition. Oui, quand c'était une coalition de lutte pour porter en tout cas des problématiques bien définies. La COS M23 a été la première à demander à ce que cette coalition soit transformée en coalition politique pour effectivement créer des réformes. On était partant. Mais encore aussi, on a été les premiers à dire que cette opposition ne réussira jamais à avoir une liste unique parce que tout simplement, il y avait des préalables qui étaient en tout cas mis sous le boisseau. C'est-à-dire que pour aller ensemble, il faut que les gens discutent du comment aller ensemble. Il faut que des objectifs soient déclinés. Il faut que, en tout cas, beaucoup de principes soient déclinés. Mais on a vu un Manko Tahaou Sénégal, coalition politique, qui accueille des gens qui, après avoir qui ne sont pas entendus sur le nombre de députés accordés par le président de la République. Ils sont reçus par le camp. En même temps qu'ils sont reçus par le pouvoir, en même temps ils déclarent vouloir venir à Manko, ils sont en train de négocier. Mais on ne sait pas, en fait on ne s'est plus retrouvé dans ce que Manko voulait. On veut un programme de réforme qui puisse regrouper les forces que nous étions pour en tout cas amener une certaine balance au niveau de l'Assemblée nationale. C'est ce qui explique le retrait de la COS M23 non seulement, non seulement, c'est un des motifs valables. On a dans le cadre de Manko, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de forme organisationnelle. Les gens sont venus s'y retrouvent peut-être pour retrouver leur mandat. D'autres sont venus pour soutenir leurs enfants, d'autres sont... On ne sait pas, c'est le teuille-bouillon, ça ressemblait à rien du tout. On ne peut pas entrer dans un cadre où rien n'est défini au préalable. Nous, notre problématique, c'est vrai que les gens veulent être élus et tout ça,
Sur le plan social, ça peut avoir des avantages. C'est très relatif aux yeux de la cause M23, qui est là depuis août 2012 à porter ce combat de réforme, qui a accompagné le parcours politique, en tout cas tout ce qui a été fait depuis 2012, on l'a vécu, on a pris part avec responsabilité à beaucoup d'épisodes de notre démocratie. Donc on ne se laissera pas emballer pour des postes ou bien par un suivisme. Nous étions dans ce cadre-là pour dire notre avis, pour être en tout cas concepteur d'un programme de réforme pour répondre aux problématiques de séparation de pouvoir, aux problématiques de bonne gouvernance, pour effectivement offrir des solutions par rapport à toutes ces problématiques que les populations sont en train de vivre sous le régime de Macky Sall, qui étaient dénoncées, en tout cas qui sont dénoncées par tous ces acteurs, mais en fin de compte, on a vu qu'il a été mis en avant des préoccupations crypto-personnelles. Donc la COS M23 n'a pas voulu accepter de se faire emballer dans une dynamique qui ne se donne pas d'orientation, qui n'est pas organisée, où rien n'est défini, il n'y a pas de programme clairement dit. Donc c'était un peu difficile, on a pris la responsabilité. En tout cas, en ce qui concerne Manko. Et pour les autres organisations, on ne nous a pas invités à intégrer, et puis on s'est retenu quand même de demander à intégrer quelques organisations. On ne vous a pas invité, c'est pourquoi? Oui, quand on ne nous invite pas quelque part, on n'y va pas. Au niveau de Manko, il n'y avait pas l'opportunité de dire son avis, de travailler pour un programme. On n'accepte pas d'intégrer un cadre où, en tout cas, c'est un cadre où c'est les tenants du pouvoir de l'opposition qui décident. Ils se sont levés un beau jour pour dire que nous avons transformé. En tout cas, le groupe Manko en force électorale, on était d'accord. Si, par exemple, en amont, les gens avaient discuté sur ça. Si, par exemple, il y avait un programme décliné, s'il y avait un objectif, il y avait des stratégies mises en place, parce que pour que les gens aillent ensemble, il faut qu'ils partagent certaines valeurs et certaines visions. Tel n'a pas été le cas. On a constaté qu'on a voulu faire de Manko une force de soutien pour des individualités. Et nous ne sommes pas dans cette dynamique. Pour les autres forces qui sont là, qui prétendent être des troisième ou quatrième voies, nous n'avons pas été en contact, on n'a pas été invités, et puis c'est le cadet de nos soucis. L'essentiel, la COS M23 sera là dans le temps et continuera son action au profit des populations. Voilà, par rapport au programme proposé par les coalitions, M. Ndiaye, quelle lecture vous êtes déçu? Il n'y a pas d'alternative. Ce qu'on a toujours donc vécu avec l'Assemblée nationale, c'est ce qui risque de se répéter avec cette 13e législature? Oui, bon, je pense que la réponse vient d'elle-même. Après avoir écouté M. Sow, on se rend compte que même eux, ils n'ont pas de programme. Ils refusent de faire du suivisme. Il ne peut pas aller seul aux élections. Sûrement, il n'a pas les moyens financiers. Mais cela prouve nettement l'insuffisance des soi-disant leaders politiques qu'on a. Parce que moi, je ne crois pas qu'on doit être invité à participer au développement du pays. On doit systématiquement se lever quand on veut briguer le suffrage des Sénégalais. On doit systématiquement se lever et aller participer au développement du pays. Et non dire on n'a pas été conviés, c'est des leaders qui ont voulu, qui rencontrent l'autorité, le président de la République et qui reviennent à la table discuter. Ben, c'est ça. Mais je pense que M. Sow, avant, il était du camp présidentiel. C'est vous qui le dites? Ben, je ne sais pas. Non, il faut savoir. Il faut savoir. J'aimerais bien être éclairé. Il ne faut même pas penser. Il faut être sûr. Le M23. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Le M23 n'est pas une appartenance de qui que ce soit. Le M23, le 23 juin, les Sénégalais se sont levés systématiquement pour dire non au président Abdoulaye Wade. Donc, nous nous sommes tous retrouvés devant l'Assemblée nationale. Ben, des gens plus osés ont pris le nom pour porter ça. Donc vous manquez de courage? Non, attendez, j'arrive. Vous n'avez pas osé? Moi, je suis pas comme vous. Vous faites dans la politique politicienne. Moi, je vous ai dit, je suis un environnementaliste. Laissez-moi développer. Je suis un Sénégalais. Laissez-moi développer Laissez on va... Non, je ne vous laisserai pas faire dans l'affirmation gratuite, mon cher. Je ne fais pas dans l'affirmation. Non, vous faites dans l'affirmation gratuite. Monsieur, vous allez répondre après, s'il vous plaît. En quoi disant? Vous dites que je fais de la politique politicienne. Sur quelle base? J'ai d'abord dit, est-ce que vous ne faisiez pas partie du camp présidentiel? Non, il faut avoir la certitude de vos propos. Parce que vous étiez avec Zaharian Cham, et alors, qui est ministre conseiller aujourd'hui. Voilà, faut pas couper, il faut l'écouter. Voilà, vous allez donc, poursuivre, après il va vous répondre. Voilà, donc je disais que c'est pour ça qu'au départ j'ai dit les politiciens ils sont tous pareils.
c'est des intérêts. Soit c'est pour un poste qu'ils se battent, soit c'est pour l'argent. Ça, c'est clair. Il y a deux choses en politique au Sénégal. Tu cherches l'argent pour te construire des immeubles, prendre de belles femmes. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui, vous l'aviez dit, ça, mais bon, toujours par rapport au programme. Maintenant, par rapport au programme, ils n'ont pas de programme. Je n'ai pas vu de programme. Personne n'a présenté de programme. Ce qu'ils disent, ils sont là à contester. Moi, je conteste mieux que ce que j'ai à dire au président Macky Sall. Je n'ai pas besoin que M. Sow ou Khalifa Sall ou quelqu'un d'autre ou Omar Sarr le fasse à ma place. Chacun saura dire au moment opportun, parce que c'est à travers les urnes qu'on parle. Il faut arrêter ce discours. C'est à la limite mesquin. Nous avons nos cartes. Le jour du vote, chacun choisira selon. Si vous êtes content, vous choisirez. Si vous n'êtes pas content, vous choisirez. Il n'y a que deux camps, en réalité. Et pour deux camps, on n'a pas besoin de 49 listes. Quand on a 49 listes, c'est parce qu'il n'y a pas de programme. Vous suivez le discours. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que vous avez retenu? Ce que j'ai retenu, c'est que ce que je retiens, c'est que chacun veut un nombre, le maximum de députés. Et ils se donnent des coups bas, ils se donnent des coups de couteau. Et donc, le résultat est là. Je dis encore une fois, c'est le Sénégalais lambda qui en pâtit. Si je prends COS 20 quoi? C'est la COS M23. COS M23. Commission stratégique du mouvement 23. Oui, mais commission stratégique du mouvement M23 et qui n'est pas d'accord avec le M23 originel. Parce qu'il y avait un M23 originel. Il ne faut pas revenir sur des questions. Non, je veux être édifié parce que quand même, on est en discussion politique. Ce n'est pas le sujet qu'on est en train d'évoquer. Je voudrais juste savoir. Parce que, non. Ce n'est pas le sujet qu'on est en train d'évoquer. Oui, d'accord, mais quand même, pour mieux orienter mon débat, il faut que je puisse quand même savoir. De manière brève. Oui, savoir si M. Sow. Nous ne sommes pas là pour parler de M. Sow. Mais il faut qu'on en parle. Nous sommes là pour parler des programmes, de la proposition, donc les propositions des coalitions. Nous sommes en train de parler des législatives 2017. Il n'y a pas de proposition, il n'y a pas de programme. Alors, nous allons avancer. Maintenant, ce qui est dangereux, oui, mais nous c'est de porter la voix des Sénégalais et de ne pas avoir de programme, de ne pas avoir les moyens de sa politique. Parce que s'il avait les moyens de sa politique, il aurait déposé sa liste. Il ne se serait pas fait inviter quand même. Une 50e liste. Oui, une 50e de liste courageux. Voilà. Est-ce que la COS M23 est plutôt... La COS M23 est un mouvement électoral ou bien? Est-ce que... Non, voilà, en fait, c'est pas. Il n'y a pas des aspirations électorales. Vous n'avez pas d'aspirations électorales. En fait, permettez-moi de rappeler un peu à oui, mon mais ami, de manière brève, très brève, parce que quand il a l'opportunité, quand on a l'opportunité de servir l'opinion, il faut en profiter. Il ne sert à rien qu'il se focalise sur ma personne. Peut-être que je l'impressionne. Je ne sais pas quel est son problème pour qu'il se focalise. Saisissez cette opportunité de servir effectivement l'opinion par des propositions. Parce que vous êtes contradictoire. Vous êtes contradictoire quand vous dénoncez 49 listes qui sont là et que vous recommandiez à ce que moi je dépose la 50e liste. Oui, parlez de programme. Non, en fait, quand on parle de programme, de toutes les manières, il a proposé que je me débrouille pour avoir une liste. Je rappelle tout simplement que nous, on a essayé d'épargner aux Sénégalais ce problème en appelant toute l'opposition à une liste commune. On a fait cette sortie le 1er février 2017. N'est-ce pas? On a fait cette sortie. Mais chemin faisant, on a analysé sur la base d'actes qui ont été posés que nous n'allons pas arriver à cette liste unique parce qu'il y avait des préalables qui étaient sautés. En fait, on parlait de programme. La COS M23, dans sa sortie d'hier par communiqué, a donné rendez-vous à l'opinion nationale et internationale pour faire part de son document d'orientation parlementaire pour cette 13e législature, pour son information. Nous sommes là depuis 2012 à travailler. J'étais avec Zahra Yantiam. Quand cette dernière, je ne sais pas si vous êtes allé prendre vos informations, quand on l'a rencontré au Café de Rome avec le groupe de la COS M23, on nous a demandé de nous taire, d'arrêter de dénoncer et d'accepter d'être utilisés comme tout le monde accepte de le faire. Nous avons notre dignité. Nous avons dit non, nous n'acceptons pas d'être utilisés comme tout le monde le fait. Si le président pose des actes forts, on applaudit, on encourage. S'il pose des actes qui sont aux antipodes de ses promesses de campagne, on dénonce. Et depuis 5 ans, dignement, on assume cette position. Alors, ce n'est pas un monsieur Ndiaye qui vient, je ne sais d'où, pour venir focaliser son départ.
profiter de cette situation Vous avez pour donner répondu des à propositions. cette question. Nous sommes dans un débat politique, il faut en profiter pour servir les populations. Voilà. Non, vous focalisez sur nous, parce que nous, ce travail-là, nous en sommes habitués depuis très longtemps. Je voudrais simplement ajouter une chose. Je dis que c'est dangereux de porter des noms comme ça, des noms fantômes, et de venir, on n'a même pas le courage d'aller se présenter aux élections pour dire. Et alors qu'on est tout le temps entre les radios à insulter les gens, à dire des... Nous allons avancer. Nous allons avancer. Vous êtes en train de dire que l'État vous a demandé de vous taire. Monsieur Ndiaye, s'il vous plaît. Mais vous avez parlé tout à l'heure du document d'orientation. Vous perdez votre temps. Vous n'allez pas Vous allez parler tout à l'heure. Après un sondage, je me rends compte que vraiment, il est trop bas pour Merci beaucoup. Vous avez parlé tout à l'heure de documents d'orientation parlementaire que vous allez publier. Dites-nous. Pour la 13e législature, il faut préciser. Pour cette 13e législature, dites-nous le profil idéal d'un député proche de son peuple. Donc on pourrait retrouver cela dans ce document que vous allez fournir. Mais bien sûr. Dites-nous, quelle est votre vision du député proche de son peuple? Le député proche de son peuple, c'est d'abord le député qui est élu par le peuple. Nous voyons que dans la tradition électorale sénégalaise, dans le code, la problématique de la liste nationale pose, en tout cas, fait défaut par rapport aux députés que nous attendons d'avoir. Parce que le député que nous sommes en train de voir au niveau en tout cas de toutes ces législatures, c'est un député qui est à la solde effectivement du pouvoir exécutif. Parce que tout simplement, c'est un député qui est redevable au secrétaire général de son parti. C'est un député qui est redevable, en tout cas, au président de la République, qui, par exemple, soit c'est lui qui donne les moyens de campagne, ou bien c'est parce que c'est lui qui rédige effectivement une liste nationale et qui donne des positions. Est-ce que les députés de l'opposition sont là pour le peuple? Non, en fait, vous parlez de l'idéal, le député lui-même. Je dis que le député idéal, c'est le député qui, par compétition, est élu au niveau de son département par les populations. Ça, c'est un profil. Après l'élection. En tout cas, des caractéristiques du député que la COS M23 attend. C'est le député qui est élu par le peuple, mais non pas du député qui est élu par défaut, parce que tout simplement imposé par un secrétaire général de parti ou bien imposé par le président de la République dans ses prérogatives de rédiger une liste. Ça, c'est d'un. Deux, sur la législature, en tout cas durant cette législature qu'on a vécue, sur 145 lois qui ont été votées, on a constaté qu'une seule proposition de loi qui a été faite. Et ça a été une vilaine proposition de loi, ça a été un recul démocratique. C'est cette proposition qui ramenait à 15 le nombre de députés pour avoir un groupe parlementaire, alors qu'on en avait 10 et que c'était un acquis avec le président Abdoulaye Wade. Pour vous dire qu'effectivement, au niveau de cette législature, nous avons constaté qu'effectivement, toutes les orientations partent de l'exécutif. C'est des projets de loi qui sont soumis à l'attention des députés et que, étant donné que nous avons une majorité parlementaire, c'est toujours, en tout cas, cette majorité mécanique-là qui décide effectivement des résultats qu'on voit, c'est-à-dire que c'est des lois qui passent. On prend l'exemple effectivement de l'acte 3 de la décentralisation qui a été bâclé en une demi-journée. Pour 96, on avait eu plus de 400 amendements. N'est-ce pas? On avait eu plus de 400 amendements. On a fait 7 mois à épiloguer effectivement sur l'acte 3 de la décentralisation. Mais pour celle de 2014, on a vu que ça a été bâclé en une demi-journée parce qu'il y a une majorité mécanique qui est là, qui décide de tout, sans pour autant effectivement faire usage de cette prérogative de représentant du peuple pour pouvoir exercer au nom du peuple, pour pouvoir en tout cas poser des actes au nom du peuple. Malheureusement, les députés, malheureusement, les députés sont en tout cas les députés en tout cas de leur parti, de leur coalition et non des députés du peuple, parce que tout simplement, en général, avec cette liste nationale, c'est des députés qui sont votés et qui sont élus qui sont en tout cas retenus dans le cadre de leur parti et de leur coalition. Alors, si on avait des élections départementales, il y aura des compétitions ouvertes et peut-être que les populations auraient choisi les meilleurs programmes. Alors, il faudrait revoir le scrutin selon la COS M23. Dites-nous aussi, à quelle fin, donc, à quoi servira ce document d'orientation que vous comptez donc mettre c'est un document qu'on va partager avec tout le monde. Vous allez partager, mais est-ce que cela va changer quelque chose? Vous espérez que cela puisse changer quelque chose? On n'espère pas, mais c'est un devoir. C'est un devoir par rapport, en tout cas,
à l'histoire, en tout cas l'histoire politique, effectivement. Depuis très longtemps, comme je vous l'ai dit, la COS M23 est engagée en tant qu'organisation sentinelle dans le vécu des Sénégalais. Pour ce rendez-vous très important, on a notre mot à dire. Nous n'avons pas 15 millions à emprunter, à voler ou à quémander quelque part. On a parlé d'ailleurs de financement occulte. Voilà, aujourd'hui, pour certains, en tout cas en ce qui concerne la COS M23, nous n'avons pas 15 millions pour cautionner, effectivement, pour ces élections. Et même si on avait 15 millions, il ne faut pas obliger qu'il faut être cohérent et logique. Nous, on a été parmi les premiers à demander à ce qu'il y ait, en tout cas, le moins de listes possible. Donc si on avait 15 millions, ce ne serait pas pour aller dire que nous avons notre programme pour nous retrouver avec un député, 2 députés, 3 députés pour ne rien changer à l'Assemblée nationale. L'enjeu, c'était d'avoir une force qui est là, sur la base de nos programmes, qui pourrait quand même tenir la dragée haute à ce qui se fait actuellement par le régime pour qu'on puisse amener des réformes. Donc si on avait 15 millions, on n'avait pas à les gaspiller pour aller déposer des questions, sachant que nous n'allons rien changer avec un député ou 2 députés. Voilà. Alors, je le disais tantôt, M. Ndiaye, le profil idéal du député proche de son peuple. Dites-nous, comment est-ce que vous voyez ce député idéal? Il n'y a pas de député idéal. Non, il ne peut pas y avoir. Parce que, vu la configuration quand même des mouvements et des partis politiques, une entité est dirigée par un homme qui est connu, qui porte la parole de la structure. Donc aujourd'hui, quand le président de la République ou une quelconque autorité religieuse ou je ne sais pas quoi veut s'adresser à cette entité, donc c'est la personne désignée qui va répondre. Si on vient ici pour s'adresser à Walfadjri, c'est le président Sidi Lamine Niasse qui reçoit, qui peut-être après peut déléguer. Donc dans les mouvements, les partis politiques, c'est toujours comme ça. Il y a un leader qui est là, qui porte la voix, qui est reconnu, qui organise les réunions, les rencontres, qui se déplace en groupe. Et c'est ce qui doit se répéter à l'Assemblée nationale. Mais à l'Assemblée, c'est comme ça. Il y a un président de groupe parlementaire. Oui. Eh bien, c'est lui qui dirige son groupe. Il se concerte, mais c'est lui qui dirige son groupe. Si vous prenez le camp de Macky Sall, on parlera de Moustapha Diakhaté. Si vous prenez le camp du PDS, on parlera aujourd'hui de Aïda Mbodj. Mais par rapport à l'adoption de certaines lois qui auraient arrangé peut-être le peuple, ça, moi je ne rentrerai pas dans ce jeu. Pourquoi? Je n'ai jamais été député. J'ai été conseiller municipal. Je sais. Mais vous êtes citoyen, vous pouvez donner votre... Je vais donner mon avis. C'est pour ça que j'ai dit j'ai été conseiller municipal. Je n'ai jamais été député. Je ne peux pas m'aventurer à vraiment parler de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Mais je sais, quand on prend le côté organisationnel, je pense que pour les textes, il y a des plénières qui se passent, où on doit mener le débat. Vraiment, chacun donne son avis. Dans les plénières, chacun donne son avis. C'est après avis de ceux qui décident, en tout cas ceux qui proposent, qu'on va sortir quelque chose de bon et à mettre sur la table et à faire voter. Je pense que c'est comme ça que ça se passe dans les collectivités locales, c'est comme ça que ça se passe. Et je pense qu'au niveau de l'Assemblée, c'est comme ça que ça se passe. Il y a des plénières, c'est inévitable. On ne peut pas sortir une loi comme ça sans qu'il y ait plénière. Maintenant, est-ce que si on convoque les plénières, les gens viennent? Parce que moi, quand je regarde les images à l'Assemblée, il y a beaucoup d'absents. Et ça, c'est malheureux pour le peuple sénégalais. Parce qu'ils sont payés avec l'argent du contribuable. Les plénières où ils doivent soulever la voix, représenter le peuple, parler au nom du peuple, s'ils sont absents, la loi passe. Demain, il ne faut pas qu'ils reviennent pour taper sur la table et dire non, c'est pas normal, ça a été précipité. Non. C'est-à-dire, au niveau des plénières, même s'il faut se battre, vous pouvez vous battre, c'est permis. Chacun défend ses positions, chacun argumente à sa façon. Et c'est ce qui est important. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une majorité mécanique. Ça existera toujours au Sénégal parce que notre constitution fonctionne comme ça. Donc le parti majoritaire dirige l'Assemblée. Et voilà, on a toujours eu, depuis les socialistes, on a toujours eu une assemblée mécanique. Une assemblée mécanique, une assemblée qui n'est pas proche de son peuple. Proche de l'assemblée n'est jamais proche de son peuple. Qui bénéficie de privilèges, de largesse. Oui. Qui ne vit pas au quotidien les difficultés, ce que vit le peuple sénégalais. Ils vivent ce que vit le peuple, parce que c'est des Sénégalais comme tout le monde. Seulement, ils n'ont pas assez de dignité.
C'est là où le bas blesse. Ils vivent, s'ils sortent de l'Assemblée, ils font les embouteillages comme tout le monde. Ils ne prennent pas des hélicos, ils ne prennent pas le bateau. Ils font les embouteillages comme tout le monde. Vrai ou faux? Mais dans des conditions bien... Bien, non, d'accord. Ça, justement, je vais en venir. Ça, c'est les privilèges que nous, citoyens, avons mis à leur disposition. Avec le contribuable. Mais j'ai dit, nous, citoyens, nous avons mis ça à leur disposition. C'est nous qui payons le carburant. C'est nous qui payons les voitures climatisées. Donc, c'est nous qui avons mis ça à leur disposition. Là, c'est clair dans ma tête. Mais le problème, le citoyen lui-même ne s'assume pas. Parce que le député qui représente une collectivité quelconque, on est toujours en position d'attentiste et ça pose problème. On attend que, on l'a aidé, on lui a tendu la perche, il doit revenir vers nous. Non, il ne faut même pas attendre qu'il vienne vers nous. Il faut aller l'acculer. Il faut aller l'acculer, il faut aller l'emmerder. Parce qu'il vit avec votre argent, eh ben, il se sucre avec votre argent. Ben, si vous croisez les bras, eh ben, il va continuer à se sucrer derrière votre dos. Et vous direz, oui, on l'a choisi, nous, on n'est pas d'accord. Vous êtes d'accord dès l'instant où vous militez dans un parti. Le parti désigne une personne. Ça engage votre responsabilité. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous êtes dans une entité. On va vers des échéances. On ne peut pas choisir tout le monde. On choisit une personne dans cette entité. Il y a des gens qui sont contre, il y a des gens qui sont pour. Mais ça engage tout le monde. Qu'on soit d'accord ou pas, ça engage tout le monde. L'autre problème, c'est ceux qui ne font pas de la politique. Et qui ne se regroupent pas en force pour... même si on ne fait pas la politique, quand même, on doit être dans une association pour s'imprégner des problèmes. Parce que le député, si vous ne lui dites pas, il faut porter ce combat à l'Assemblée, il faut pousser la porte de ce côté, et lui, il va aller dans tous les sens. Parce qu'il est dans un parti aussi, il est manipulé. Parce que un président de la République reste le plus grand manipulateur. Parce qu'il a... Vous prenez au Sénégal, on est 15 millions. Le président, il fera tout pour manipuler les gens pour avoir son deuxième mandat. Ça, c'est légitime. À sa place, je l'aurais fait. À sa place, vous l'auriez fait. À sa place, M. Sow l'aurait fait. Mais c'est nous qui devons avoir la conscience, une bonne prise de conscience et savoir si ça en vaut la peine, quelles sont les conditions qu'il faut poser, où sont les problématiques, les priorités à mettre. Et comme ça, nous saurons évaluer la personne. Mais si on restera à faire de la politique alimentaire, on attend le billet pour la Mecque, on attend les sacs de riz, ben on attend voilà quoi, les enveloppes. Ben, écoute, il y a des choses que tu ne pourras jamais porter, il y a des combats que tu ne pourras jamais porter. Le député qui vient dans sa collectivité, qui prend un groupe d'individus, moi j'ai vécu ça à Anne Belair. Je vais vous raconter une histoire. Non, de manière brève. Moi, j'ai vécu ça à Anne Belair, où nous avons notre député. Mais pour se faire sa propre santé, parce que les gens comme moi, on dérange, il a sa petite cour qu'il entretient, voilà. C'est malheureux, ces gens. Ils se retournent pour t'insulter, pour être grossier et tout. Donc, c'est une guéguerre permanente. Mais tu ne dois pas baisser les bras. Tu peux prendre du recul, mais tu ne baisses pas les bras. Parce que tu ne la laisseras jamais faire ce qu'elle veut faire dans cette collectivité. Il y aura toujours quelqu'un pour dire non, on en a assez, non, on n'est pas d'accord. Ce n'est pas à l'Assemblée qu'il faut dire non. C'est dans la localité qu'il faut dire non. Et non à l'Assemblée nationale. Nous allons avancer parce qu'on est en train de parler de deniers publics, de contribuables. On a noté l'investiture de Cheikh Oumar Anne. Il est le directeur général du COUD. Il a été investi comme tête de liste de Benno Bokk Yakaar à Podor. Pourtant, Cheikh Oumar Anne a été épinglé par un rapport de l'OFNAC. Ceci montre qu'il y a toujours l'impunité dans ce pays. Oui, en fait, c'est un des enjeux clés de cette législature, ce qu'on entend effectivement de ces députés, qu'ils nous votent des lois qui ne permettent plus effectivement à des gens de bénéficier de certains traitements parce que tout simplement c'est des proches du président de la République. On l'a toujours dénoncé. On a vu par exemple que par ses prérogatives
en pleine enquête, le président de la République a démis Mme Nafi Ngom Keïta de ses fonctions. On a vu que, par exemple, peut-être par une enfreinte de certaines dispositions administratives, un de nos amis a été renvoyé, en l'occurrence M. Ousmane Sonko, parce qu'il a dénoncé certaines pratiques au niveau de l'administration. C'est ce que nous attendons effectivement de ces députés, des députés qui auront le courage effectivement la capacité de discernement pour effectivement encadrer l'action de l'exécutif, contrôler l'action de l'exécutif, parce que nous savons tous les notions qui sont là, nous savons les appréhender. Nous savons qu'effectivement la justice sénégalaise n'est pas libre. Nous savons que le système judiciaire, en tout cas, prête le flanc sur beaucoup d'aspects. Quand en pleine audience on renvoie un procureur, n'est-ce pas, quand le procureur s'autosaisit sur certains dossiers et pour d'autres il fait la mue, nous sommes obligés de constater effectivement qu'il y a un problème. Et pour tous ces problèmes-là, c'est ce que nous attendons effectivement. C'est là où on attendait les acteurs politiques. On l'a attendu sur cet aspect, le président de la République. On avait espéré, sortant effectivement de tous ces combats à l'obélisque et tout ça, tout ce qu'on a apporté avec lui. On avait cru qu'il aurait une assez bonne lecture pour savoir ce que nous attendons réellement de lui. Et c'est ce que nous attendons effectivement de ces Sénégalais, de ces acteurs politiques, qu'on ait un programme qui vienne quand même à l'encontre de toutes ces pratiques. Il y a des pratiques d'impunité, il y a de la malgouvernance, on parle du problème du pétrole, n'est-ce pas? Tout le monde fait la mue. Il y a des dossiers, des fois, qu'on dit sous le coup du président. Il y a beaucoup de pratiques qui peuvent être arrêtées par une forte législature. Des députés conscients de leur rôle, avec la capacité de discernement pour savoir, en tout cas, servir l'intérêt général. Pour nous, c'est les réformes que nous attendons. Parce que quelle que soit la force, les prérogatives du président de la République, avec un régime présidentiel, en tout cas, qui dicte sa loi, nous pensons qu'avec une force, en tout cas une majorité parlementaire, on aurait pu effectivement changer la donne, apporter des réformes très fortes qui allaient libérer la justice pour que l'impunité puisse disparaître. En tout cas des réformes qui pourraient libérer effectivement notre système judiciaire, des réformes qui pourraient permettre aux citoyens de contrôler la gestion par rapport aux notions de bonne gouvernance et de transparence. Malheureusement, c'est des pratiques qui sont là et c'est des attentes que nous avons, c'est de ce genre de programme-là que nous allons produire. C'est ce que nous attendons des députés, même s'ils n'auront pas l'opportunité de pratiquer ou bien de l'appliquer. C'est ce que nous attendons effectivement, autant du pouvoir en place que des autres acteurs qui sont là, les problèmes d'impunité, la séparation des pouvoirs, les politiques en tout cas patriotiques, on devrait dire. Il y a beaucoup de nébuleuses qui sont là, on doit être éclairé sur ces problématiques. Mais l'enjeu, c'est de réduire effectivement les pouvoirs exponentiels du président de la République. Des nébuleuses, nous allons en parler d'ailleurs avec bien sûr le projet de dépollution de la baie de Hann. Nous allons l'évoquer, mais avant cela, toujours par rapport donc à ces législatives, nous sommes en pré-campagne. Après la campagne, le vote, le coup dur que donc va subir l'économie sénégalaise avec ces législatives. Dites-nous, quelle finalité positive de ces législatives? Bon, c'est toujours bien d'avoir une assemblée, mais à quel prix? C'est le problème. On est à 165 députés. C'est dommage que le contribuable sénégalais, voilà, soit là, casqué, sans avoir. Je suis d'accord, entièrement d'accord avec ce qu'il vient de dire. On subit trop de pression et on n'a pas assez de rendement. Le député sénégalais, il est à l'Assemblée pour voter des lois, mais les lois, ce sont des lois entre parenthèses ou entre guillemets, parce que c'est des lois qui arrangent selon. Il faut que ça soit clair. Ce sont des lois qui arrangent selon telle ou telle situation. Je ne trouve pas normal qu'on puisse mettre M. Hann dans une liste. Cheikh Oumar Hann, le jeu du coude, voilà, épinglé par l'OFNAC. Je ne trouve pas normal qu'on puisse mettre Khalifa Sall sur une liste. C'est la même chose pour moi. Khalifa Sall de Manko Taxawu. Non, j'ai dit, non, ce que j'ai dit c'est clair. Hein? J'ai dit, tous ces gens-là, on doit les mettre sur la table et régler nos problèmes en attendant qu'ils se rincent avec une eau chaude, tiède ou propre.
Il faut que ça soit clair. Takana Takuma Khamogun. Tu restes là-bas, tu nous attends. On porte des habits blancs, tu vas venir avec tes tâches. Et voilà, c'est pas possible. On ne peut pas décrier une partie et laisser l'autre partie. On décrit tout. Comme je ne peux pas concevoir qu'on se batte pour faire partir le président Abdoulaye Wade et après aller dans une coalition, parce qu'on ne peut rien avoir avec le président Macky Sall, on va en coalition avec le PDS qu'on a vomi en 2012. C'est inacceptable, c'est immoral. Pour moi, c'est inacceptable. Je ne peux pas le comprendre. Ces gens qui ont essayé, ne serait-ce qu'essayer de coaliser avec le Parti démocratique sénégalais, sont irresponsables. Ils méritent tous d'être descendus de la barque. Parce que ça n'a pas de sens. Et après, on va décrier, on laisse Khalifa Sall dans la liste. Je n'ai rien contre lui. Il a bien travaillé pour Dakar. Maintenant, ce qui engage sa responsabilité, ce n'est pas mon problème. Ce qu'il a fait dans Dakar, c'est visible. Il a bien bossé. Il a vraiment, les Dakarois sont heureux. Les réalisations que Khalifa Sall fait, le lait qu'il donne à nos enfants à l'école, ça c'est des actes nobles. Maintenant, si sa responsabilité est engagée dans une quelconque gestion, il n'a qu'à assumer ça lui. Mais c'est pas normal qu'on mette Khalifa Sall dans une liste. C'est pas normal qu'on mette le président Abdoulaye Wade, l'ancien président Abdoulaye Wade, dans une liste à 92 ans, quelqu'un qui ne peut plus marcher, qui parle à peine. Si vous lui enlevez ses dentiers, il ne parlera plus. Il faut que ça soit clair. Qu'on mette M. Anne ou le directeur de la Poste, tous ces gens, ils ont été épinglés. On doit les mettre au mouf. Ils doivent être jugés parce qu'ils gèrent l'argent du contribuable. Ils n'ont hérité de rien. C'est des fils de paysans. Hein? Ils n'ont rien eu. Django Molen et Dakar, ils sont venus. Ben voilà, ils ont vu le lait, ils pensent qu'ils doivent tout boire. Non. Malheureusement, c'est ce qu'ils vont. Ils essayent. On va choisir entre ces têtes de liste. Hein. Ils ont été investis. Ils ont été investis. Ça, c'est un choix du président parce que c'est son parti. Et le choix du peuple. Non. Je dis maintenant, et le choix du peuple, c'est une question. Le choix du peuple. Le peuple, comme j'ai dit, le peuple n'a qu'une carte. C'est le jour où il faut se présenter devant l'urne. C'est ce jour-là où la voix du peuple sera connue. C'est ça la voix du peuple. Tout ce qu'on raconte là, c'est la voix d'autrui. Ce n'est pas la voix du peuple. Le peuple, le jour où le peuple parlera, c'est le jour où le peuple ira dans les urnes pour mettre la carte. Pour dire je vote pour ou je vote pas pour. Le choix ne sera pas difficile si on nous propose ce dont vous venez de citer. C'est ce que j'ai dit. Avec 40, est-ce qu'on aura avec les exemples que vous venez de citer, les Khalifa Sall, les Cheikh Oumar Anne. Oui, mais tout ça, on devait les mettre dans un même panier. On devait les mettre dans un même panier. Je n'ai rien, individuellement, personnellement, je n'ai rien contre. Je ne les connais pas personnellement. Mais je dis que ce soit le président Abdoulaye Wade, que ce soit Khalifa Sall, que ce soit Anne ou quelqu'un d'autre, tous ceux qui ont maille à partir avec la justice doivent être mis à côté. Ça, il faut que ça... Moi, c'est ça mon point de vue. Et si on avait procédé comme ça, les Sénégalais ne seraient pas dégoûtés. Hein. On ne peut pas nous forcer Khalifa Sall sur une liste. Moi, je ne peux pas accepter, moi, bien que je reconnaisse le travail des titans qu'il a abattu dans Dakar. Mais je ne peux pas accepter qu'on le mette dans une liste. Je ne le ferai pas. Moi, je ne voterai pas cette liste. Alors, je ne voterai pas la liste du président Macky Sall parce qu'on a mis Omar Anne. Je ne voterai pas la liste de Manko parce qu'on a mis un vieillard qui, sans ses dentiers, ne peut pas prononcer un mot. Je ne l'accepterai pas. Alors, cette finalité de ces législatives, quelle finalité positive donc, pour ces législatives 2012, avant de passer aux questions d'environnement? Mais en fait, ces législatives auraient pu avoir un sens s'il y avait des forces. Donc il n'y a aucun sens. Bon, laisse-moi terminer. Je vous dis qu'en tout cas, concernant la COS M23, il y avait des enjeux de pouvoir réformer. Si on ne réforme pas, ce sera en tout cas les mêmes pratiques qui vont revenir. Nous allons nous retrouver peut-être avec le pouvoir en place majoritaire qui va continuer à gérer avec des projets de loi et non des propositions de loi. Donc il n'y aura pas de changement majeur. Donc l'enjeu pour nous, c'était cette intelligence de trouver des forces qui vont pouvoir faire face à certaines pratiques pour amener des réformes profondes.
peut-être inspiré du travail de la CNRI. Parce que les problèmes de régime présidentiel que nous avons aujourd'hui, qui permettent au président de dicter sa loi, qui permettent au président de décider des dossiers qui doivent être instruits ou pas, qui permettent beaucoup de dérives. Et toutes ces questions ont été réglées d'abord par les assises et ensuite peaufinées, policées même par la CNRI. On a dépensé plus de 600 millions de francs CFA pour permettre à Mbow et autres de faire ce travail. Ils l'ont bien fait. Et vous verrez que tous ces leaders, ces acteurs qui sont en compétition connaissent effectivement le contenu de ces réformes. Mais vous ne les verrez jamais promouvoir dans leur programme des dispositions qui réduiraient peut-être les pouvoirs du président de la République. Alors que c'est ça l'enjeu des législatives qui nous permettent de voir qu'un président de la République ne peut plus protéger quelqu'un parce que c'est son frère, que personne ne peut plus avoir la main mise sur nos biens publics. On prend l'exemple du pétrole et sous le protectorat effectivement de ton frère de président ou bien d'un système qui est là, où toutes les décisions sont concentrées au niveau d'un groupe complaisant en tout cas dans les faits et dans les objectifs. C'est ça le problème. Les enjeux de ces législatives, c'était d'avoir ces forces qui puissent amener. Si on n'a pas, si on a un Aïssata Tall Sall, si on a un Khalifa Sall, si on a un Ousmane Sonko, si on a tous ces gens au niveau de l'Assemblée nationale, alors que le système ne change pas. Qu'est-ce qui change réellement? Moi, je pense que l'intelligence aurait été de travailler à pouvoir renverser la tendance, avoir une force réellement éprise effectivement de nos préoccupations, une force qui réfléchit sur le pourquoi de ce 23 juin, qui réfléchissent sur le pourquoi effectivement de ces assemblées de l'obélisque. Macky Sall à nos côtés ont dénoncé toutes ces pratiques que Macky Sall est en train de reproduire aujourd'hui. Donc moi je pense que la grandeur aurait été des leaders qui réfléchissent en amont, qui, quand M. Idriss Seck dit qu'ils ont oublié leur personne, c'est à demi-mesure. Réellement s'oublier, c'était de s'en ouvrir à des consensus, c'est d'avoir un programme, c'est d'avoir une démarche cohérente pour venir à bout effectivement de ces pratiques. Au niveau de la COS M23, on n'a aucun problème contre le président Macky Sall. Il y en a qui disent qu'il en veut à sa personne. Nous, ce n'est pas notre problème. Nous, notre problème, c'est des réformes qui puissent libérer notre justice, qui puissent changer le mode de désignation de nos députés pour que, effectivement, un député soit l'émanation de la volonté populaire, pour que certaines pratiques d'abus, de malgouvernance, de malgestion puissent disparaître effectivement de notre espace public. C'est ça notre préoccupation. Et nous savons que ce ne sera pas l'œuvre d'un Ousmane Sonko avec 5 ou 10 députés. Ça ne sera pas l'œuvre d'oser rêver jusqu'à pouvoir avoir une majorité qui revienne sur ces pratiques. Voilà, donc pour tous ces groupes, pour toutes ces prétentions, si vous n'avez pas la majorité, si vous n'avez pas un programme qui répond effectivement à nos aspirations, nous aurons demain la même Assemblée nationale. Voilà, nous allons avancer avec bien sûr... Juste un mot. Oui. Le Sénégalais vit de sensationnel, surtout en politique. Prenez le cas de Sonko. C'est une histoire de vedettariat, ce n'est même pas une histoire de politicien. Le Sénégalais et la presse. La presse sénégalaise surtout. Oui, la presse, on peut en revenir après. Mais je veux dire, le Sénégalais lambda. Sonko, ce n'est pas une histoire de... Sonko n'est pas un homme... Mais la presse est... Non, c'est juste pour vous répondre. La presse est le reflet de la société quand même. Oui. Voilà, donc lorsque vous parlez de la société, c'est normal qu'on pense à la presse. C'est la presse qui relaie. Voilà, c'est la presse qui relaie. Alors ça revient au même. Mais je veux dire, si vous prenez Ousmane Sonko, mais c'est la presse qui fait et qui défait. C'est ça aussi. La presse qui fait et qui défait. Si vous prenez le cas d'Ousmane Sonko, il ne connaît rien en politique. Absolument rien. Bon, nous n'allons pas attendez, non, c'est juste Sonko, non, c'est une parenthèse. Il faut qu'on parle quand même. Rapidement. Ousmane Sonko n'a jamais fait de politique. Il a eu des problèmes, il est rentré il est venu dans le champ politique. Ousmane Sonko, c'est plus une vedette. Il a fait la politique avant d'avoir des problèmes. Ousmane Sonko. Permettez-moi, M. Ndiaye, des fois aussi, il faut avoir la certitude de ses avances. Vie de vedettariat. Il a fait la politique avant d'avoir des problèmes. Vous savez. Il faut quand même se respecter par la certitude des propos tenus. Ce que je veux dire, j'attire votre attention. Vous faites face à l'opinion. Laissez-moi terminer. Non, je me permets. Vous permettez de dire que tout à l'heure vous êtes permis. Vous ne devez pas vous êtes permis. Il faut avoir la certitude de ses propos.
technique. Nous allons parler environnement d'abord. Nous allons parler environnement. Il a fait la politique avant d'avoir ces problèmes-là. Il faut savoir ce que vous dites. Le titre de l'environnement. C'est vous l'arriviste, mon cher. C'est vous l'arriviste. Les arrivistes comme ça. C'est vous l'arriviste. À la limite, vous frisez même l'hypocrisie. Vous frisez l'hypocrisie. Voilà. Monsieur Ndiaye, vous frisez l'hypocrisie. Parce qu'ils n'ont pas de poste. C'est quoi? Voilà, si vous voulez. Vous n'êtes pas un homme courageux. Vous n'êtes pas courageux. Oui, d'accord, mais quand même, des gens comme ça, sur le plateau. Soyez honnête, monsieur Ndiaye. Soyez honnête, monsieur Ndiaye. Monsieur Ndiaye, soyez honnête. Et le jour, ils mettent des chemises blanches pour dire je suis. Parce que le cœur est blanc. Parce que le cœur est blanc. Soyez honnête. Soyez honnête. Je ne me suis pas tué. Voilà, soyez honnête. Monsieur Ndiaye, soyez honnête. Vous êtes malhonnête. Quand on dit des choses, il faut les maîtriser. Ils sont partis avant d'avoir des problèmes. Arrêtez de mépriser les gens. Il n'a pas les moyens de sa politique. Et je l'assume dignement. Je l'assume dignement. Tu ne peux présenter personne. Vous êtes malhonnête. Tu fais comme moi. Vous êtes hypocrite. Tu as un métier. J'ai un métier. Voilà, tu ne me connais pas. Tu as juste hérité. De quoi? Tu as juste hérité parce que ton père est un ancien de l'hôpital. Non, c'est faux. Khalifa Sall t'a payé des études. C'est faux. C'est tout ce qui se passe dans ce pays. Monsieur Ndiaye, il faut vous émargez à la ville. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure. J'ai margé comment? J'ai margé comment? Mais monsieur Ndiaye, j'ai été conseiller à la ville. Bon, ok, allez-y. Monsieur Ndiaye. Lui, il parle de moi. Monsieur Ndiaye, j'ai été conseiller à la ville pendant 5 ans. Et on a payé les études. Je n'ai pas payé. C'est la ville qui a payé. Tes études? Non, pas entièrement. Nous allons parler du projet de dépollution de la baie de profiter de l'état, des largesses de l'état. De quel état? Oui, le projet de la baie de Arles. Voilà, donc à l'approche de l'hivernage, on a vu donc on voit des inondations entre autres, l'État qui tarde à prendre les devants. Alors, dites-nous par rapport à ces dispositions que l'État devrait prendre à l'approche de l'hivernage, quelle analyse faire là-dessus? Avant de parler du projet de dépollution de la baie d'Arles. L'hivernage, comme je dis chaque année, on aura toujours des problèmes parce qu'on a un surplus de population. Nous avons des immeubles aujourd'hui un peu partout dans Dakar. Et les tuyaux que nous avions depuis l'indépendance, le dimensionnement ne permet pas d'évacuer le flux d'eau que l'on rejette. Donc même sans l'hivernage, il y a un problème d'évacuation de nos eaux usées. Sans l'hivernage. Et maintenant, il faut compter, c'est les mêmes égouts, c'est les mêmes tuyaux qui évacuent les eaux de pluie aussi. Donc si vous allez dans les quartiers comme Médina, Fass, les anciens quartiers, vous verrez qu'il y a toujours de l'eau qui dégouline de partout, surtout en hivernage. Et 3 mois, 4 mois, pendant et après l'hivernage, vous verrez toujours qu'il y a de l'eau qui dégouline parce que on a un surplus d'eau, on a la nappe phréatique et on n'a pas un bon réseau pour évacuer nos eaux. Il faut une politique environnementale dans ce pays. Là, on parle des législatives. Actuellement, ce sont les législatives qui occupent le devant de la scène. Oui, c'est ça. Alors que doit y avoir des préalables qu'on doit prendre. C'est le peuple qui perd. C'est le citoyen lambda qui va marcher. Voilà, comme j'ai dit, c'est nous qui payons les voitures de luxe que les députés conduisent et les ministres. C'est-à-dire, c'est le Sénégalais qui n'est pas consciencieux de son environnement, qui ne prend pas en compte son environnement immédiat et l'environnement des autres. Moi, je vous donne un cas à Anne-Marie Nas aujourd'hui, où le ministre du Budget a mis de la latérite depuis 1 an sur la route. Toutes les maisons sont devenues rouges. Des gens sont des asthmatiques, des gens qui ont des sinusés. On a même eu droit à des évacuations sanitaires. Ben, il est là-bas avec ses 2 femmes et il ne bouge pas. Il ne se rend même pas compte de ce qu'il fait parce qu'il passe en voiture climatisée. Donc, et il ne sait pas que c'est nous qui lui avons donné cette voiture, c'est nous qui payons son carburant. Et ça, c'est Mangara qui a fait ça. Je te donne c'est un exemple que je te donne. Si vous allez sur la baie, vous verrez que le maire a mis des pavés là-bas depuis 1 an en disant je veux faire la route et il ne fait rien. Et les pavés sont là-bas. Donc aujourd'hui, des gens viennent faire leurs besoins devant les habitations. Donc pour revenir au problème de l'hivernage, grosso modo, il faut qu'on puisse avoir une politique environnementale sérieuse. Il faut qu'on puisse, comme ils sont en train de changer chaque 5 ans les voitures des députés, qu'on puisse changer les tuyaux, tous les pipes qu'on a pour évacuer ces eaux.
Pour améliorer le cadre de vie des citoyens. Si on ne change pas le réseau, chaque année vous m'inviterez ici et je répéterai la même chose. Il faut, le réseau est vétuste, il faut changer ce réseau. On ne peut pas mettre des trucs des diamètres 100 pour des villas, voilà, petit standing et tout. Des gens nantis qui ont acheté des maisons viennent y mettre R+10, il y a 10 personnes de plus qui vont vivre dans cet immeuble avec leur famille. Alors, nous allons avancer, bien sûr, avec vous, Abdourahmane Sow, toujours par rapport à cette question, la période hivernale qui approche, donc l'État qui ne prend pas les devants. Actuellement, on parle de législative, politique, alors qu'il y a l'hivernage qui s'annonce, doit y avoir des préalables qui doivent être prises. Oui, normalement, je pense que, comme d'habitude, ou bien normalement, il y a une politique de prévention par rapport à, effectivement, à l'arrivée de l'hivernage. Et notamment, normalement, avec l'ONAS, il y a un programme qui doit être mis en œuvre pour effectivement, en tout cas, prémunir les populations des problématiques qu'elles vivent souvent en période d'hivernage. Nous avons vu avec les inondations et en tout cas avec les problèmes des égouts et tout ça, pendant l'hivernage, les populations souffrent. Malheureusement, comme vous l'avez si bien dit, le sujet d'actualité, c'est des initiatives à venir, mais l'État doit, en tout cas, tout naturellement, songer à prendre en charge ces préoccupations pour prémunir les populations. Parce que je ne pense pas que ça soit des actions, en tout cas ponctuelles. Il y a un programme de désensablement, n'est-ce pas, de nettoyage des égouts pour permettre la bonne circulation des eaux de pluie et tout ça. Et je pense que l'État doit s'évertuer à cela. Voilà, des préalables qui doivent être pris. Mais permettez-moi quand même de lever un tout petit pan de nos échanges. Je m'excuse auprès, en tout cas, de mes sympathisants. Je n'ai pas hérité de poste à l'hôpital de Fann. J'ai été vacataire pendant 10 ans à assumer dignement ce statut au niveau de l'hôpital de Fann avant d'être embauché. J'ai été conseiller à la ville de Dakar de 2009 à 2014. À mes débuts à l'ISIC, c'est moi qui ai payé, c'est moi qui ai payé de mon propre argent mes études. Merci pour la précision. Je comprends beaucoup de choses. Je comprends beaucoup de choses et je laisse passer. D'accord. Il y a des gens qui acceptent de se faire tout petit, ils n'ont qu'à assumer ça. La baie de Hann, donc un projet de dépollution qui tarde à avancer. Donc lancé depuis 2008, nous sommes en 2017. Donc le projet n'avance pas. Seulement, le secrétaire général de l'ONAS a annoncé que les travaux vont démarrer à partir du deuxième semestre de 2017. Voilà, vous y croyez? Non. Pourquoi? Je ne peux pas y croire, c'est les gens qui ne disent pas la vérité. Il faut qu'ils disent la vérité aux Sénégalais. On a eu 33 milliards, 45 millions d'euros mis à disposition depuis 2008 par l'AFD, l'Agence française de développement, et la Banque européenne d'investissement. Donc, aujourd'hui, je vais sauter les autres étapes pour venir aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a eu, on a failli démarrer le projet. Ils ont fait des appels d'offres. Avant de faire des appels d'offres, ils sont venus en audience publique à Hann. Les populations ont refusé de valider. Et je parle sous le contrôle du sous-préfet de Grand Dakar, Paul Bass, M. Paul Bass. Les populations ont refusé de valider le projet pour des manquements techniques. Je dis bien techniques. Ils ont forcé la chose, ils sont allés se regrouper pour valider à leur façon. Ce qui n'est pas normal. Il devait y avoir une restitution confirmée par le sous-préfet. Ça n'a pas été fait. Ils ont payé 80 millions au cabinet qui faisait l'étude. 80 millions. La baie de Hann, où on dit que c'était un fonds de commerce. Et ils continuent à en faire un fonds de commerce. Parce que de 88 à nos jours, toutes les études ont été faites. Toutes les études, à tous les niveaux. Il suffit juste de tirer dans les tiroirs pour sortir les dossiers. Ils se permettent de donner 80 millions à un cabinet. Et dans ce cabinet, il y a un fonctionnaire de la direction de l'environnement qui a fait une demande de disponibilité, je ne sais pas, pour 2 ans, pour aller dans ce cabinet et capter le projet. Ce qui est extrêmement grave. Donc aujourd'hui, le président de la République doit prendre ses responsabilités. Il y a eu un appel d'offres qui tourne autour, c'est scandaleux, autour de 15 milliards. 15 milliards. Et c'est ce qui a occasionné le retrait de la banque. La banque s'est retirée. Moi-même, en réunion
face à un directeur, M. Alioune Badara Diop, hautain, insolent, voilà, il traite les gens comme des malpropres. Je lui ai demandé quelle est la société qui avait gagné le marché. Il me parle de Babacar Diop BTP. Mais Babacar Diop BTP, on ne le connaît pas ici dans ce Sénégal, avec une expertise avérée. Voilà. Dans ce projet, il y a une partie où les travaux se font en mer. C'est-à-dire l'intercepteur fait 13 km, mais les rejets en mer, c'est sur 3 km derrière Gorée. Comment tu peux prendre un Babacar Diop pour lui donner un marché comme ça? Alors là, on ne va pas personnaliser la question. Non, mais je ne personnalise pas. Ce que je vous dis, c'est des faits disons, avérés. Les conséquences, donc un projet annoncé depuis 2008 qui n'arrive toujours pas à démarrer, les conséquences avec donc que subit la population, parce que là, c'est le rejet des eaux usées, donc des produits bruts, des industries qui sont au niveau de Anne. Oui. Ça, on en a assez parlé. Les industries, mais revenez là-dessus parce que c'est important quand même. Oui, nous avions 80% des industries du Sénégal et ils faisaient des rejets. Les effluents étaient rejetés directement, sont toujours rejetés directement en mer. Nous avions le vidoir des fosses septiques où les voitures de vidange déversaient. Ça, c'était à Anne, où la mairie gagnait 100 francs par mètre cube. Vous vous rendez compte? La mairie accepte qu'on lui déverse des eaux usées pour gagner 100 francs par mètre cube. Donc, je veux dire, c'est une zone confinée où on retrouve tous les dangers. C'est devenu un problème de santé publique. Et j'insiste, c'est devenu un problème de santé publique. Nous avons le canal 6 qui déverse au moins 70 000 mètres cubes d'eau usée, d'effluents et autres. Nous avons le canal du front de terre à côté du quai de pêche, qu'on doit d'ailleurs fermer, parce que ce quai de pêche doit être fermé, je le dis ici. Le quai de pêche de Anne doit être fermé pour des raisons de santé. Le taux de toxicité est 18 000 fois supérieur à la norme OMS, qui est de 2000 par 100 millilitres. Vous voyez? Et là, ils sont à 18 000. Donc ce quai de pêche doit être fermé. Il y a un problème de santé publique qui se pose. Si on ne le fait pas, parce qu'ils pensent qu'il n'y a que les gens de Anne qui mangent ce poisson, mais tout le monde vient acheter le poisson à Anne. C'est le seul quai de pêche qui vend du poisson le matin. Quand tu veux manger un bon thieboudienne avec du poisson frais, il faut venir à Anne le matin. Ce n'est pas à Saint-Louis, ce n'est pas à Kayar, ce n'est pas à Yoff, ce n'est nulle part ailleurs. Donc aujourd'hui, l'État doit prendre ses responsabilités. Il y a un problème de santé publique. L'État doit traduire d'abord, faire démissionner le DG de l'ONAS. Il n'a qu'à quitter sa poste. Il n'est pas en odeur de sainteté avec les bailleurs, il n'est pas en odeur de sainteté avec les populations. Donc il est seul contre tout le monde. On ne peut pas mettre un ministre qui va à Matforce chercher son boy, parce qu'il travaille à Matforce, il l'amène pour lui confier l'assainissement du Sénégal. C'est pas normal. Voilà, votre point de vue par rapport à ce projet de baie de Anne, si vous l'avez suivi dans oui, dans les médias. Voilà, votre point de vue, parce que là, le temps est réduit. Ce qu'on peut retenir généralement par rapport effectivement à la pollution de la baie et l'urgence effectivement de sa réhabilitation, c'est des problématiques de santé publique qui sont récurrentes. La toxicité des eaux, mais le non-respect peut-être des normes environnementales qui ont été retenues, soit sous forme de convention ou bien codifiées par le Sénégal. Et que dans la pratique, avec ce tissu industriel de plus de 80%, en tout cas du tissu industriel sénégalais, qui s'active en termes de production, en tout cas de déchets, c'est là où la responsabilité de l'État est engagée et là on attend le président de la République et ses services pour qu'on puisse en tout cas mettre en œuvre ce projet de réhabilitation. Peut-être dire une petite inquiétude, moi j'ai vu que des indemnisations ont démarré par rapport aux populations. On a vu effectivement avec l'ONAS distribuer de l'argent à des populations qui devraient peut-être être déplacées. C'est des choses qu'on ne comprend pas. Si alors les populations n'ont pas agréé le projet, pourquoi ils en sont arrivés à ce que
des indemnités, en tout cas des indemnisations soient distribuées aux populations. Les impenses ont été payés. Voilà. Les impenses ont été payés au niveau de Thiaroye. Et pour une somme de 1,3 milliard d'indemnités. Nous allons revenir sur la question. Voilà. Donc nous allons revenir sur la question dans nos prochaines éditions, disons. C'est la fin de ce numéro. Nous étions sur ce plateau avec Bassirou Ndiaye, il est environnementaliste. Merci Monsieur Ndiaye. Merci. Avec nous, toujours sur ce plateau, Monsieur Abdourahmane Sow de la COSM 23. Un grand merci. Toutes mes excuses à l'opinion par rapport à un certain débordement dans mes propos. Voilà. Je vous remercie de votre invitation. Merci beaucoup à nos très chers invités. Merci à toute l'équipe technique, Charniaï Chardiop. Également, Oustaz Hassan Diouf qui a assuré la coordination de ce numéro. Rendez-vous est pris samedi prochain. Ce sera pour un nouveau numéro.